Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, ou plutôt une toute nouvelle interview dans ma série de vidéos et mon émission Grand Angle. Aujourd'hui, on va interviewer quelqu'un que vous connaissez, que vous avez déjà vu sur la chaîne. C'est mon frère Vincent, dit Roi Bacon sur les réseaux, fan de JDR, de jeux de rôle. Donc aujourd'hui, il va nous parler de sa passion. Maintenant, générique, et c'est parti pour l'interview. Cool. Avant de commencer la vidéo, si vous remarquez un problème au niveau du son, que le son n'est pas très bon, je fais de mon mieux pour avoir le meilleur son possible avec le matériel que j'ai. Et pareil pour la luminosité, on est dans une pièce qui est très lumineuse, donc on fait ce qu'on peut au niveau de la caméra pour avoir des ISO respectables. Salut Vincent, Salut, merci d'être venu pour cette interview. y a pas de souci. Et on va parler de ta passion, on va parler de jeux de rôle. Le jeu de rôle, ouais, ma passion depuis bientôt quelques années quand même. Ouais. On va commencer par Je te laisse d'abord, pardon, te présenter en quelques mots. Alors, moi c'est Vincent, aussi appelé Roi Bacon ou Krinox sur les jeux ou en ligne, sur Discord, tout ça. Je suis le petit frère de monsieur ici présent. Je suis aussi caméraman à temps partiel pour la plupart des émissions, c'est moi qui suis derrière. Et je fais beaucoup de jeux de rôle. Enfin, beaucoup. Un peu moins ça attend parce que je travaille, tout ça, j'ai pas autant de temps que j'aimerais. Mais oui, je fais beaucoup de jeux de rôle. J'écris aussi le mien, plus ou moins. Mon univers, en tout cas. Ça, on y viendra après. On y viendra après. Et ouais, je joue au jeu de rôle un peu dans toutes les possibilités. En fait, j'y joue sur version papier, j'y joue en jeu vidéo. Et ouais, j'adore ça. D'accord. Ben, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, hein, parce qu'on n'est pas là pour on n'est pas là pour enfiler des perles non Je plus. vais pas faire des crêpes. Voilà. Comment est-ce que tu as découvert le jeu de rôle? Alors, le jeu de rôle en tant que... Quand je dis jeu de rôle, on va parler principalement jeu de rôle sur table. Mais comment as-tu découvert le jeu de rôle? Bah, j'allais dire justement, en fait, le jeu de rôle papier, on va dire, ce qu'on appelle comme ça, le jeu de rôle papier, je l'ai découvert en fait en regardant, je pense que vous connaissez peut-être, l'émission Aventure que j'avais fait avec Maya, Bob et les deux autres. J'ai oublié le nom maintenant. C'est la première fois que j'ai vraiment... J'avais déjà entendu parler de jeux de rôle, tout ça, papier, tout ça, mais je m'étais jamais vraiment intéressé. Et en fait, cette émission qu'ils avaient fait, ça m'a donné envie d'essayer. Parce que j'ai toujours aimé un petit peu tout ce qui était dans ce genre-là. Tout ce qui était jeux de rôle, jeux vidéo, j'y ai joué beaucoup. Parce que tout ce qui est les RPG, Skyrim, tout ça, c'est des jeux que j'ai fait, refait pendant des heures et des heures. J'ai toujours adoré ça. Et là, l'idée de faire mon personnage, de le faire évoluer dans un univers que je définis un peu comme je veux, avec d'autres personnes, parce que j'ai toujours rêvé d'un mode multijoueur sur Skyrim ou sur The Witcher ou ce genre de choses, comme tout le monde, j'imagine. Ça m'a vraiment donné envie d'essayer. Et quelques temps après, avec ma copine, on a essayé. Et on a trouvé ça assez sympa. Donc, tu fais ça avec ta copine, tu fais ça le plus possible, le plus souvent possible en fonction de ton emploi du temps. Quel est ton premier jeu de rôle et quelle impression t'as gardé de ce premier jeu de rôle? Alors, mon premier jeu de rôle, c'est pas un jeu de rôle qui existe réellement. On a repris les règles de Aventure, justement, les premières saisons, avec les 3 stades de base, les PB, mana, tout ça. Et on a fait ça dans un univers que ma copine avait déjà commencé à créer, qu'on aimait bien, que j'avais trouvé sympa. On a commencé là-dessus. On a fait ça avec quelques amis. Je crois que t'en faisais partie qu'on a fait. Et c'était notre première partie de jeu de rôle. C'est elle qui avait masterisé la partie. Alors masteriser, ça veut dire être le maître du jeu, celui qui est derrière l'écran et celui qui dirige en fait dirige la partie. Il connaît l'avancée de l'histoire. Et en fonction de ça, je l'ai appris avec le temps, en fonction de ce que les gens vont choisir comme action, parce que tout le monde peut choisir ce qu'il veut, vraiment faire ce qu'il veut. C'est le MJ doit composer son histoire, donc maître du jeu doit composer son histoire avec les actions des différents protagonistes
Ouais. C'est ça. Après, je pense qu'on y reviendra après. Oui, oui. Mais en fait, oui, c'était ma première partie de jeu de rôle, c'était ça. Jeu de rôle, hein, pas juste un loup-garou, par exemple, c'est du jeu de rôle. Mais c'est pas comme on entend jeu de rôle papier sur table, des dés, on balance des dés qui ressemblent à des trucs bizarres, et puis on fait ouais, j'ai un plus 12 en charisme. Ouais. Voilà. Donc c'était mon premier jeu de rôle dans ce sens-là. D'accord. Et c'était assez sympathique, j'avais vraiment bien aimé. Comme c'était notre première partie de jeu de rôle, celle qui avait masterisé, elle n'était pas super à l'aise. C'était ça qui était un petit peu dommage, on va dire. Mais j'avais bien aimé et on avait décidé de retenter l'expérience. Et après, la question qui s'ensuit et qui est du coup très logique, qu'est-ce qui te plaît le plus dans le jeu de rôle? Est-ce que c'est l'aspect narratif, les interactions sociales ou l'aspect stratégique dans le jeu de rôle? Ou est-ce que c'est tout ça à la fois? Alors, je pense que ce qui me plaît le plus dans le jeu de rôle, c'est vraiment le fait d'interpréter un personnage. D'accord, de pas être toi, quoi, de vraiment composer un personnage. C'est ça. En fait, j'aime bien jouer un personnage qui peut être totalement à l'opposé de moi, ou alors un peu pareil, ou alors faire un personnage qui est juste un gros bourrin qui aime taper sur tout. Du coup, il faut quand même composer, il faut quand même. J'aime bien faire le RP, quoi. Jouer, faire être dans mon rôle, discuter avec les PNJ environnants et les autres joueurs avec mon personnage. D'accord. Et par exemple, quand tu joues un personnage qui est un peu moins intelligent, un peu plus brut de décoffrage, on va dire, c'est pas pareil que quand tu joues un personnage qui va être sophistiqué ou qui va avoir par exemple un passé tragique ou quelqu'un qui est juste heureux dans sa vie, quoi. Donc c'est ça que j'aime bien jouer ces différents personnages, ces différents rôles, leur donner une voix et puis les interpréter. Ensuite, les voir évoluer du coup au fur et à mesure de l'histoire en fonction de ce que le maître du jeu va me mettre sur la route. Alors moi, je fais pas autant de parties de jeux de rôle que toi. J'en fais avec toi. J'en ai fait quelques-unes, pardon. Et moi, je mets vraiment un truc dans le sens où, pour moi, le jeu de rôle, c'est une partie de théâtre. C'est vraiment du théâtre. Oui, c'est un oui. truc. En fait, on est acteur pendant un jeu de rôle. Même si on est entre nous, c'est pas filmé, rien, mais on est entre nous, on donne vie à un personnage. Donc on est acteur, on lui donne des émotions qu'on n'a pas forcément, mais qu'on lui donne. On lui donne un passé, on lui donne un vécu qu'on n'a pas. C'est ça, mais Et ça j'aime beaucoup. j'aime bien. Moi, j'aime bien ce côté. En fait, pendant 1 heure et demie, voire 2 heures, tout dépend des jeux de rôle. Des fois 4 heures. Des fois 4 heures de jeu de rôle. Et encore, j'ai fait pire. Oui, ça. mais tu n'es plus toi. Tu es ce personnage. Donc, tous tes soucis que tu as dans ta vie, tu les oublies pendant le temps du jeu de rôle. C'est ça, en fait, tu as une autre vie, tu es une autre personne. Et tu es triste de voir un personnage mourir alors que c'est un nom sur un bout de papier. Il n'y a même pas forcément d'image pour le représenter. Mais par exemple, tu as un personnage qui t'a suivi depuis le début de l'aventure, il vient de mourir, c'était peut-être le personnage d'un autre joueur, ou alors juste un PNJ, personnage non joueur, ceux qui ne savent pas. Et tu es triste parce que bah, tu étais impliqué dans le jeu, et puis voilà. Après, sinon, l'aspect stratégique, c'est le combat, tout ça, réussir le combat, je trouve ça aussi toujours intéressant. Après, c'est moins ce que je mets en avant quand je fais du jeu de rôle, mais je trouve tout ça fait respectable les gens qui sont plutôt axés sur le combat et l'aventure et l'exploration plutôt que le roleplay. Il faut un peu de tout pour faire du jeu de rôle, sinon on ferait juste du théâtre. Petit aparté pour ceux qui nous regardent. Si par moment vous voyez que je ne le regarde pas quand il me parle, c'est pas du mépris. Je regarde juste mes questions pour poser les questions les plus pertinentes parce que j'ai un mensonge, j'y même pas. J'ai un tas de questions et j'essaie de chercher celles qui sont les plus pertinentes par rapport à ce qu'il vous dit. Donc le jeu de rôle, on sait que ça peut être des univers ultra différents. On peut être dans du moderne, on peut être dans de l'ancien, même dans du médiéval. Mais ma question, justement, c'est la suivante. Quel type d'univers, de scénario tu préfères? Est-ce que tu aimes le médiéval fantastique, le science-fiction, l'horreur, le moderne? Alors, celui que j'ai fait le plus qu'à maintenant, c'est tout ce qui est Medfan, comme on l'appelle, donc médiéval fantastique. Ok. Donc, par exemple, l'univers que nous on a créé, c'est du médiéval fantastique du coup. Donjons et Dragons, c'en est un, mais on a aussi déjà adapté certains de nos scénarios sur un scénario plus moderne. Moderne avec une touche de fantasy quand même, il y a toujours des orques, des gobelins, des machins, mais dans un scénario moderne où les gens ont des téléphones, tu te bats pas avec une masse, tu tabasses avec une matraque ou une batte de baseball, tu te déplaces pas en chariot mais en taxi ou en bus, voilà, ce genre de choses. Après, j'aimerais bien essayer d'autres types d'univers, par exemple l'univers cyberpunk,
Avec un ami, il a acheté le jeu de rôle. J'ai créé un personnage déjà. Donc le jour où il veut se lancer en tant que maître du jeu et qu'il veut faire une partie, il est prêt, il attend que ça. Après, j'ai fait une partie de Cthulhu avec ce très cher Washi qui masterise. J'ai été avec toi le jour. Oui, on a fait ensemble. On avait fait Ce très ensemble cher Washi qui avait chez- masterisé. Alors juste pour la petite anecdote, très c'était sympathique. chez Nayatis qui était Celui d'avant. dans l'émission d'avant sur les jeux vidéo. On était chez lui, on a fait du jeu de rôle avec Washi. Ouais, du Cthulhu Hack. C'est ça. Je crois que c'était Cthulhu Hack. Bon, en gros, c'était plus ou moins un dérivé de Cthulhu, plus light en termes de règles. Et Cthulhu est en fait C'est de l'horreur. c'est de l'horreur. C'est quelque chose de très reconnu dans le JDR, dans le jeu de rôle, au niveau horreur. En gros, c'est simple, une partie de Cthulhu, si tout le monde est vivant à la fin, c'est soit que ça s'est trop bien passé, soit Que là, il est mauvais. soit qu'il a été gentil, soit qu'il est mauvais, quoi. Après, on a joué à une version light où, du coup, il a été gentil avec nous, il nous a laissé tous en vie. Mais c'était très sympathique et j'ai bien aimé ce côté enquête, ce côté plus sombre, plus. Bah, on n'est pas des super-héros avec des super pouvoirs, on n'a pas 25 points de vie, on a genre 3 points de vie, si on se fait toucher 3 fois, on est mort, quoi. Et alors, pour finir l'aparté sur le Cthulhu, ce que j'avais beaucoup aimé, c'est qu'il avait, dans son univers, il nous avait fait une immersion totale. On avait des cartes qui représentaient nos personnages. Les cartes d'identité. Donc, on voyait en fait, les personnages, on devait les choisir. Ils étaient déjà tout faits. On les a choisis. Ça arrive dans certains jeux de rôle. On ne crée pas le personnage est fait, tu le choisis. Souvent pour les one-shots, donc les parties d'une seule session, on appelle ça un one-shot. Souvent, on fait des personnages pré-créés qui sont utiles et qui avanceront vite dans le scénario. Et du coup, il nous avait mis ça, on avait ça en place. Et après, il avait mis beaucoup d'effets sonores, beaucoup d'ambiance qui nous mettait vraiment dans. Il avait créé des. En fait, pendant la partie, on avait trouvé des cassettes et il avait enregistré en fait des sons sur son téléphone. Il nous avait donné un casque et il nous avait fait écouter ces sons. C'était très immersif, j'ai beaucoup aimé. Franchement, pour un MJ qui débute, parce qu'il n'a pas encore fait des tas, c'est un très bon MJ. Donc, si tu passes par là et que tu regardes la vidéo, respect pour toi. Respect d'un MJ à un autre MJ. De MJ à MJ, kiffé. Voilà. Et comme je parle de MJ, on va partir sur la partie pourquoi est-ce que tu es devenu maître du jeu. Qu'est-ce qui t'a poussé à devenir maître du jeu, plutôt que simple joueur? Tu as été joueur et tu as été MJ. Mais je sais, de ce que moi je vois, que tu es beaucoup plus maître du jeu que joueur. Qu'est-ce qui t'a poussé à le faire? Alors, j'ai ce qu'on appelle la malédiction du MJ. C'est vraiment quand tu commences à faire un maître du jeu, souvent il n'y a pas grand monde qui va venir derrière toi pour prendre ta place. Donc tu vas continuer de faire maître du jeu pendant très longtemps jusqu'à que quelqu'un se dise j'essaierais bien, ça peut être cool. Ou alors que tu vas dans un autre scénario avec un autre univers et du coup là c'est forcément quelqu'un d'autre, comme par exemple Washi qui va te faire le scénario parce que c'est pas quelque chose que tu maîtrises. Oui, bien sûr. Mais généralement quand on fait du Donjons et Dragons, ce qu'on fait beaucoup en ce moment, on fait beaucoup de Donjons et Dragons. Si vous entendez des bruits, par contre, là, c'est parce qu'il y a de la pluie. On se trouve dans une pièce où le toit est en métal, donc on entend beaucoup des bruits de pluie. Donc, si vous entendez possiblement des petits bruits, j'essaierai de les atténuer. Ouais, on verra ça au montage. Du coup, oui, il n'y a pas de souci. Je suis devenu maître du jeu, du coup, sur la première fois que j'ai masterisé une partie, c'était du coup sur l'univers qu'on a créé avec ma copine. Et du coup, dans cet univers-là, en fait, elle avait fait la première partie, comme je l'ai raconté avant, c'est elle qui avait fait le premier scénario, la première campagne, enfin, pas campagne, le premier scénario. Ouais. Et du coup, comme elle trouve qu'elle n'avait pas super bien géré, moi je m'étais dit pourquoi pas le faire moi. Oui. Pourquoi pas me lancer et essayer. Oui, bien sûr. On a commencé. J'ai écrit un scénario. On a fait un scénario en quelques sessions. Je crois qu'on a pris. Je sais même plus comment cette session. 3 ou 4 sessions. C'était là pour celle-là. Il me semble. Parce que moi, je me souviens pas de la partie où elle était MJ. Je me souviens de la partie où toi, tu étais MJ. Ah, peut-être. Parce que moi, la seule fois où elle a été MJ, c'était il y a pas si longtemps que ça. C'était pendant la sienne avec Petrus. C'était sa partie. Alors, on l'avait pas fait en présentiel, on l'avait fait par ordinateur. On l'avait fait en présentiel, on avait fait une session en présentiel. Ensuite, je suis même pas sûr que ça date il y a tellement longtemps que. Ça date d'il y a 7 ans, je crois. Oui. Donc, ça date il y a quand même quelques années. Du coup, oui, j'ai commencé le jeu de rôle il y a 7 ans. Voilà.
Donc, tu as décidé d'être Je MJ fais pour le la, MJ, oui. pour la délester un peu parce qu'elle avait du C'est ça, mal. elle avait du mal, moi je me suis dit pourquoi pas. J'ai écrit mon scénario, et je l'ai masterisé. Il y avait ma cousine, il y avait moi, il y avait ma copine, Mhm. il y avait encore trois autres amis. Et on a fait un scénario basique. Globalement, c'était une chasse au trésor, voilà, qui finit mal. Enfin, il y a un personnage qui s'est sacrifié. Voilà, c'est un grand héros. Très sympathique. Et pour la petite anecdote, ton personnage de la première campagne, de premier scénario, Oui, parce que je n'étais pas du coup dans la deuxième. Dans le deuxième scénario. il a fait une apparition. C'est devenu un C'est mème. devenu un running gag en fait C'est dans devenu notre un univers. mème en fait dans l'univers. Il est là, c'est un PNJ. Il est là, il est dans toutes les prisons qu'ils ont dans leur jeu. C'est ça. À chaque fois qu'on se retrouve en prison, en fait, souvent, on va dire, vous voyez un demi-elfe présent dans la prison et il vous propose un plan pour s'échapper. C'est moi. Et donc, en fait, à chaque fois, soit il l'aide, soit il l'aide pas, mais au final, ils finissent par s'échapper. Et lui aussi, soit avec son plan, soit avec leur plan à eux. Mais c'est marrant, ça a été une petite manière, en fait, par rapport à la première fois, de continuer avec le personnage. Je trouvais ça sympa. Donc, petit truc comme ça. On a un petit scénario de pirate. D'accord. Donc là, tu as même répondu à la deuxième question, Hein qui était est-ce que tu te souviens de la première expérience en tant que MJ? Donc, tu nous as expliqué ta première expérience en tant que MJ. Ouais, pour expliquer un peu plus, mon ressenti par rapport à ça, c'est que j'ai trouvé ça très, très sympathique, j'ai bien aimé en fait, parce que j'incarnais pas un seul personnage, j'incarnais en fait tous les PNJ. Donc je vais faire différentes voix, différents PNJ, et même des fois on inventait sur le moment quand ils allaient voir un PNJ que je n'avais pas prévu. Par exemple, ils étaient dans un port, ils ont posé des questions à des gens, et ils sont allés voir, je crois, un enfant qui se baladait dans la rue. J'avais pas forcément prévu qu'ils allaient voir un enfant, mais voilà, ils sont allés voir un enfant, j'ai dû jouer l'enfant. Pareil, j'ai dû jouer une prostituée qui était dans le port, quoi. Du coup, ouais, de pouvoir s'adapter. Ça, c'est une des qualités de C'est ça. MJ. Et c'est la question que je vais te poser, justement. Quelles compétences penses-tu quelles compétences penses-tu que doit avoir un bon MJ? C'est français, oui. Oui, ça a l'air C'est français. compris. Ça a l'air français assez pour que je comprenne. Alors, pour un bon MJ, je pense que certaines qualités qu'il doit avoir, c'est déjà l'adaptabilité. Ouais. Donc le fait de pouvoir réagir aux différentes situations, parce qu'on a beau écrire son scénario comme on veut, écrire le plus de PNJ possible, le plus de villes possible, avec le plus de boutiques, on sait jamais, même une boutique de vendeurs de terre, on sait jamais s'ils vont y aller. On a une variable qu'on ne peut pas avoir, c'est-à-dire ce que vont faire les joueurs. C'est ça. En fait, qu'est-ce que va faire le joueur? Tu peux toujours le limiter dans ses actions. Alors, tu peux essayer d'anticiper, je pense que tu peux prévoir plusieurs scénarios qu'il va faire, mais un joueur peut toujours te surprendre. C'est ça, le joueur, il est maître de ses décisions. Après, c'est plus gentil pour un joueur d'être dans le jeu et de faire quelque chose pour avancer dans le scénario. Si le joueur est là pour non, je vais décider on lui dit globalement la direction c'est tout droit, non, moi je vais faire demi-tour, je vais aller ouvrir un orphelinat pour gobelins. Oui. Ouais, Non, après, bien sûr, on a des limites, il y a mais des limites, c'est sympa quand les joueurs, ça peut être marrant dans une session, mais si t'as un joueur qui fait ça tout le temps, ça peut être très embêtant et ça devient vite un handicap plutôt dans la campagne. Après, comme dit, ça dépend du MJ. Certains s'adaptent très bien à ce genre de choses, ont des scénarios très chaotiques où il n'y a que des trucs comme ça qui se passent, mais ils arrivent à rediriger sur leur scénario de base. Ou d'autres font juste de la full improvisation. Je fais beaucoup d'improvisation. J'écris certains PNJ, certaines villes que je trouve importantes, mais j'écris pas tout parce que je me dis que un peu par flemme, si j'écris des personnages qui sont pas utilisés, je trouve ça dommage. Oui. Et si ils décident d'aller voir un PNJ que j'ai pas prévu du tout, bah ouais, je préfère être de toute façon libre, me dire vraiment il y a ce genre d'archétype dans l'endroit où ils sont, et pas les écrire en entier, les écrire plus ou moins en manière générale. d'accord. Donc Alors, l'adaptabilité, très important. Ensuite, je pense, ce qui va être très important, c'est de connaître les règles. oui. Connaître les règles de l'univers, les règles posées de l'univers. Donc que ce soit les règles papier ou les Alors, règles de la nature. Tu nous parles de règles, et j'aimerais juste
partir sur, on va continuer cette question, Ouais. mais je vais en poser une à l'intérieur. Il y a plusieurs types de JDR. Il y a plusieurs manières, plusieurs, comment dire. Alors, tu as Donjons et Dragons qui est un système, Oui, le système Donjons et Dragons. et tu en as d'autres. Est-ce que toi, tu en connais plusieurs? Bah, il y a le système de Donjons et Dragons, tu as le système de Cthulhu, Ouais. du coup, comme on avait Ouais. fait. On a notre propre système qu'on essaie d'écrire, système de règles. En fait, un système, c'est un ensemble de règles. On appelle Voilà, ça en plutôt. fait, c'est un ensemble de règles qu'on peut poser sur différents univers. Oui, c'est Mais ça. ça va être le système de jet de dés. D'ailleurs, tu nous as emmené des dés qui sont ici, que je vois. Donc, on utilise des dés 10, des dés 20, enfin, Plein voilà. de tout petits dés. Voilà. J'en ai tout plein, j'en ai tout un sac. Et du coup, c'est Des gros dés aussi. c'est grâce à ce système qu'on va pouvoir avancer dans le jeu. Parce qu'il y a des bases de, de, de règles qu'on ne peut pas enfin, qu'on peut inventer, mais qui sont déjà Donjons et Dragons. Il me semble que c'est le système le plus ancien sur le jeu de rôle. Pas le plus ancien, mais c'est Un des plus connus. c'est le plus connu. Le système du D20. Attendez, je vous en trouve un. On a tous déjà vu, je pense que même ceux qui ont regardé Stranger Things en ont peut-être déjà vu un. J'allais en parler. C'est Stranger Things, le Donjon Dragon, c'est le jeu de rôle qui joue dans Stranger Things. Voilà. Tous les monstres ils viennent de Donjon Dragon. Et Démon Gorgon, dans tout ça. Stranger Things, on sait que c'est dans les années de 80, la série 90. se passe dans les années 70 70 peut-être ou 80. 80, je dirais. Ouais, et du coup, parce que c'est vraiment les années de nos parents. Du coup, c'est là où on voit que le c'est jeu est l'année très de- ancien quand même. Ce petit dé là, Le système est très ancien. c'est quand même. le dé le plus iconique de Donjons et Dragons, c'est celui qu'on utilise le plus pour représenter le jeu de rôle en général. Mais c'est pas le seul système, c'est un des plus connus, des plus utilisés. On l'utilise beaucoup pour faire des variantes d'univers. Quand on n'a pas envie de créer un système de règles, on prend Donjons et Dragons. Il y a des univers Harry Potter, il y a Seigneur des Anneaux, il y a The Witcher aussi, qui peut être utilisé, enfin qui peut être fait avec le système Donjons et Dragons. Mais il y a des systèmes plus simples. Par exemple, certains systèmes n'utilisent que des D6, Ouais. par exemple. D'ailleurs, je fais beaucoup d'apartés, excusez-moi. D6, mais c'est le des dé normal, choses- hein, c'est celui-là. Excusez-moi, mais c'est des choses qui me viennent à l'esprit. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, et pour les fans de JDR, ou même juste de films, je vous conseille d'aller voir le film Donjons et Dragons, qu'on a vu, le dernier sorti en date, parce que c'est vraiment, en fait, vous voyez un jeu de rôle, mais du point de vue du personnage. Ouais, Et en jouant, excuse-moi, en jouant, en ayant joué au jeu de rôle, quand on voit le film, on imagine, on arrive très bien à s'imaginer les jets de dés qui se font sur la table et on voit la représentation, donc l'impact que ça a sur le personnage. En fait, dans les réussites et les échecs des personnages dans le film, quand tu as joué au jeu de rôle, tu as vraiment l'impression de voir un joueur derrière dire je vais faire ça, rater un jet, et du coup se louper complètement. C'est ça. Et oui, c'est bien représenté, t'as bien l'univers, les costumes étaient sympas, les décors magnifiques, les effets spéciaux étaient bien. Il y en a eu plusieurs. J'ai vu les anciens, Oui, les mais autres, c'est des celui-ci, nanars. mais celui-ci était vraiment abouti, je trouve. Mais Bon, d'ailleurs, la je- raison pour laquelle il a moins bien marché, c'est parce que les gens s'attendaient soit à revoir quelque chose comme les anciens, soit bah, ils étaient pas trop bien lancés, ils étaient pas trop dans la hype. Ils ont peut-être dû le sortir après Baldur's Gate. Ça aurait marché. Ah, après le jeu vidéo, bien sûr. Oui, parce que Baldur's Gate 3 qui est Baldur's- vraiment un super jeu vidéo qui est en fait Donjons et Dragons. C'est littéralement Donjons et Dragons. Baldur's Gate, c'est une ville dans l'univers de Donjons et Dragons. Baldur's Gate 3 qui a relancé la hype du jeu de rôle aussi. Donc on revient sur la question initiale que je Oui. t'avais posée. Donc tu nous dis l'adaptabilité, connaître les règles. Donc il y a plusieurs systèmes que tu C'est dois ça, connaître. connaître les règles, que ce soit les règles écrites dans les livres de règles. Donc, tu as le droit à tant et tant d'actions par tour, tant et tant de mètres, tout ça. Donc, Mais sachant aussi, que toi tu as des bouquins, tu as une montagne de bouquins. je crois qu'on en a. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je crois qu'on en a une dizaine. Dizaines de bouquins de règles Ça doit valoir environ 500 euros. de qui tout ça. nous permettent de créer des personnages en fonction du système que vous avez choisi. Certains sont des livres de règles, certains sont des additions pour les livres de règles avec des races supplémentaires. Certains sont juste des livres remplis de monstres, des bestiaires. Ouais. Et on en a aussi quelques-uns qui sont des settings. Donc, globalement, un setting, c'est un univers. C'est dans l'univers Donjons et Dragons, mais c'est, par exemple, ça se base dans telle ou telle ville ou avec tel ou tel dieu différent par rapport à d'autres settings. D'accord.
différents settings très connus. Tu as Dragonlance, Faerûn, bah, du coup, c'est les mondes oubliés. Et je sais plus encore un, mais il y en a 3 qui sont très connus. Et nous, on joue beaucoup sur les mondes oubliés. Faerûn. Donc, l'adaptabilité, les règles, il y a quoi encore à savoir? Du coup, l'adaptabilité, les règles, je dirais. Enfin, moi, j'en vois une règle, enfin, pas une règle, une compétence, être un bon orateur. Oui, Parce que si on parle tout bas, qu'on est un peu pas timide, mais c'est ça va, la plus importante. Même si tu t'adaptes pas trop bien, même si tu connais moins bien les règles, c'est pas grave. À partir du moment où tu arrives à capter l'attention de tes joueurs, parce que tu arrives à. c'est ta voix qui va poser une ambiance. C'est ça, c'est toi qui vas faire les personnages, c'est toi qui vas faire l'univers, c'est toi qui dois décrire l'univers. Qu'est-ce que les personnages voient? Quand un personnage me dit, ok, je leur dis, vous êtes dans une grande pièce de château avec tel ou tel machin, je leur décris un peu la zone. Ils me disent, ok, qu'est-ce que je vois? Est-ce que je vois des gens en particulier? Je vois quoi sur la table, tout ça? Il faut que je puisse leur décrire ce que c'est, dans quel état c'est. Par exemple, si je leur dis, il y a une pomme sur la table, ok, oui, il y a une pomme. Mais voilà. Alors que si je leur dis, il y a une pomme rouge sur la table, elle brille tellement, elle a l'air En fait, il faut. mûre et enfin tellement elle a l'air Alors, bien, bonne. je ne réponds pas à ta place, mais il faut en fait que tu arrives à représenter, en fait, à créer créer la scène imaginaire, Imaginaire, oui. imaginaire dans l'esprit de la personne, et C'est que ça. tu essaies que tes joueurs aient à peu près la même représentation. C'est ça. En fait, il faut qu'ils puissent se représenter eux. Après, ils l'imaginent comme ils veulent, Oui. mais il faut qu'ils puissent se représenter. Par exemple, si je leur dis vous êtes devant un château, c'est pas pareil que si je leur dis vous êtes devant un château en ruine ou devant un château étincelant de beauté, de clarté, tout ça. D'accord. Ça donne tout de suite en fait une autre ambiance et ça donne plus ou moins qu'est-ce qu'ils peuvent s'attendre dedans. Si je leur dis devant le château, vous voyez 2 gardes ou devant le château, vous voyez une armée de morts-vivants, c'est pas la même ambiance, c'est pas le même truc, ça va pas se passer les mêmes choses. On n'est pas là pour faire un goûter, quoi. D'accord. Ouais, bah oui, tout à fait. Du coup, on a ces 3 règles. Est-ce que tu en vois une autre? Alors, l'adaptabilité. Je dirais, faut être les règles. faut pouvoir savoir s'adapter, connaître ses règles. Avoir de la présence, de la prestance, on va dire, la à l'oral, et prestance capable du coup de décrire quelque chose avec des mots. Est-ce que tu vois autre chose? Moi, je pense que c'est c'est les 3 grosses Je dirais que c'est tout. Après, certains diront, il faut faut savoir être conciliant avec ses joueurs, tout ça. Pas forcément les DMJ qui sont très, du coup, très hard. ça va être la prochaine question. Ah bah, on dit. Est-ce que tu as un style de maîtrise, oui, un style de maîtrise particulier? Est-ce que tu es plus dans la narration et les règles strictes, ou est-ce que tu es dans l'improvisation? Bah, comme je l'ai dit, moi je suis plutôt dans l'improvisation. Certains sont très les règles à 100%, faut tout faire comme le bouquin le dit, il n'y a pas de place au doute. S'il y a un doute, on regarde les règles. Et par exemple, si un joueur me dit ouais, j'aimerais faire ça, 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 si je suis à fond dans les règles, je leur dis non, non, ça c'est pas possible, le bouquin dit non, ou alors non, c'est pas possible, les lois de l'univers t'en empêchent. Moi je suis plutôt bon délire en général. Après, quand c'est un peu plus sérieux, il m'arrive de dire non, c'est pas possible parce que telle ou telle chose. Mais à partir du moment où les règles de la nature et de la physique l'autorisent, les règles du jeu l'autorisent plus ou moins, bon, c'est un peu flou, alors ça me dérange pas de modifier un peu la règle. C'est quand même du homebrew, hein, modification de règle, du fait maison. En général, je suis assez chill là-dessus. Hein. Les gens peuvent faire plus ou moins ce qu'ils veulent, dans la limite du raisonnable, tant que j'accepte. En général, je donnerais un jet de dés à faire, peut-être avec un malus ou avec un bonus, si l'idée me paraît. Si je trouve l'idée intéressante, quoi. Si je trouve l'idée, c'est épique, ça me hype, ça me. Allez, hop, vas-y, fais ton jet. Voilà, par exemple, un joueur me dit, ouais, je veux prendre lui et lancer toutes mes forces, et lui, il va faire ça. Allez-y, why not? Prenez vos dés, lancez-les, dites-moi les résultats et je me dis si ça fonctionne. Mais ouais, j'aime bien, je suis plutôt dans la narration, moi, plutôt. Donc, un peu moins de combat, plus d'environnement, plus de personnages avec qui discuter. J'adore ça, en fait, discuter avec les joueurs en étant un personnage. Je pense que tu l'as remarqué dans le dernier scénario qu'on a fait dans la campagne. Par exemple, avec tout l'intrigue avec Nyx, tout ça. Oui. La princesse capturée, tout ça, vous avez fait, je crois, 5-6 combats dans tout le scénario.
Parce qu'il y avait beaucoup plus d'enquêtes, beaucoup plus de On était plus dans les trucs narratifs. C'est plutôt ça mon style. Après, des fois, s'il faut faire du combat, en fonction de ce que j'ai prévu, il y aura plus de combats. Oui. Mais je laisse la possibilité en fait d'éviter les combats. D'accord. Je pense qu'on a fait le tour maintenant du jeu de rôle, on va dire du thème général. On va partir sur ton univers. Tu vas nous décrire ton univers. Mon univers, enfin plutôt notre univers. On a créé Votre univers avec ta copine, mais là, comme t'es toi en vidéo, je dis ton univers. Oui, non, c'est y a pas de votre souci. univers à tous les deux. Pourtant, je vais le réexpliquer. Alors, est-ce que tu peux décrire justement les grandes lignes de l'univers que vous avez créé, du coup, pour tes parties de jeux de rôle? Alors, notre univers, on l'a créé, on a commencé à le créer il y a 7 ans. Enfin, j'ai rejoint le projet plutôt. Ouais. Avec ma copine, elle avait commencé vite fait pour un travail de cours, en fait. C'était un travail en philo, je crois, à la base, ou en français. En cours de français. C'était il y a un an ou deux avant. Ça lui avait plu, elle avait gardé le concept. Elle en a parlé, je trouvais ça intéressant. On était à fond sur le jeu de rôle à cause justement de la hype d'aventure. Et on s'est dit, bah, pourquoi pas créer notre univers. On a commencé à le faire, on a créé quelques trucs. En fait, du coup, notre univers s'appelle Orcravis. C'est vraiment une planète un peu plus grande que la Terre où la magie règne. Il y a des créatures un peu dans tous les sens, des grandes créatures, des petits trucs, il y a des dragons, des fées, des trucs, il y a tout ça. Il y a différentes races magiques, fantastiques. Hein, Ouais, nains, je des elfes, sais qu'ils sont très nombreux. On va éviter de tous les détailler. Non, je vais pas tous les Mais, détailler, ouais. mais pour être, on a environ pas loin d'une quarantaine de races différentes, Ouais. pas toutes jouables, En mais plus, pas loin. Des races qui sont aussi des Oui, il y a moitié. Oui, oui, non, mais oui, je suis compté dedans. Ah, d'accord. Il y a des races qui sont aussi des dérivés d'autres races, tout ça. On a aussi toutes les différentes langues de ces races. On n'a pas écrit les langues, hein, on a juste donné des noms aux langues. Oui, t'es il y a pas des- Tolkien à écrire des langues Non, pour tes... j'écris pas une langue et ensuite je me dis tiens, je vais créer un univers pour rendre la langue vivante. Non, non, moi j'ai créé un univers et je dis oh, il y a le nom d'une langue. Non, Tiens. parce qu'il y a des gens, ils ont quand même créé des langues qui aujourd'hui sont des langues qu'on peut parler. Ah bah, tu peux parler le Klingon. Oui. Et le Klingon, c'est par rapport à... Non, c'est Star Trek. C'est ça. Le Klingon, excuse-moi. Mais oui, oui, par exemple, il y a des gens qui parlent l'elfique de Sonia Zanov, mais oui, voilà, Ouais. petit aparté. Du coup, oui, on a créé cet univers. Il y a du coup une quarantaine de races, c'est une grande planète, il y a différents continents. Il y a ce qu'on appelle les flux, donc vraiment c'est l'énergie magique. Les gens détectent, enfin voient, peuvent contrôler cette énergie magique en fonction de leur affinité. C'est pas forcément, c'est commun, mais pas tellement. D'accord. Donc les gens peuvent pratiquer la magie, mais sont pas très doués en magie de base. Il faut plutôt s'être entraîné en magie, et souvent les gens vont dans ce qu'on appelle l'académie, qui est la grande zone de magie, qui est un endroit qui est à peu près, imagine une grande académie, mais qui fait à peu près la taille d'un pays. Voilà, En fait, c'est Poudlard, mais voilà, la taille de la France. Quoi. Pas Poudlard, mais c'est la France. Hop. On a différents trucs, il y a les sous-sols qui sont gigantesques avec encore des niveaux encore plus profonds, il y a des îles volantes, il y a même des races qui vivent sur une des lunes, parce qu'il y a 2 lunes et 2 soleils. ouais. Voilà. On a tout ça. On a beaucoup de divinités. On a essayé de créer beaucoup de Parce divinités. que vous avez beaucoup de religions aussi, non? Alors, il n'y en a pas tellement. Il y en a beaucoup qui font partie du même panthéon. Plutôt, tu vois, comme si en 10 religions possibles, il y aurait par exemple les religions de l'Égypte antique ou de la Grèce antique. Ça fait beaucoup de dieux, mais t'as que 2 panthéons, donc 2 réelles religions. Comme quoi, tout ça, et tu vas continuer à nous parler de ton univers, mais pour vous dire qu'avec toutes ces races, toutes ces divinités, C'est lieux différents. tous les lieux et tout, c'est vraiment des mondes assez complexes si on veut vraiment s'y mettre, à connaître. C'est vraiment quelque chose de prenant. Alors, faut aimer, hein, mais moi, j'aime bien faire des one-shots. C'est vrai que sur de longues sessions, je suis moins présent, mais c'est des univers où j'aime bien me perdre 1 heure, 2 heures. Ouais, ça peut toujours être intéressant en fait. Ok, maintenant la question est, qu'est-ce qui rend ton univers unique par rapport aux autres mondes de jeux de rôle? Je serais tenté de te dire rien. Mais parce que du coup, tout ce qui est race, tout ce qui est dieu, tout ça, même la magie, c'est pas unique tout ça.
ça le rend unique dans le sens où la combinaison et les histoires qu'on a créées autour sont plus ou moins uniques. Même les histoires avec les dieux, machin, tout ça, toutes les histoires sont plus ou moins uniques. Mais sinon, tout ça, il n'y a rien d'unique. C'est vraiment, on pioche par-ci par-là, ça c'est bien, ça nous intéresse, mais c'est pas unique en soi. Ce qui est vraiment unique dans notre univers, ça serait plutôt le système de règles qu'on essaye de créer. Avec le système de classe qui est très ouvert. Donc, par exemple, Donjons et Dragons, tu prends un niveau en voleur, tu es voleur. Voilà. D'accord. Si tu veux faire ce qu'on appelle du multiclasse, tu veux prendre un niveau en voleur, un niveau en magicien, tu es voleur, magicien. Dans notre univers, tu as des compétences. Ces compétences, tu as des points pour prendre tes compétences. Et tu peux choisir des points à compétences. Par exemple, le maniement de l'arme, maniement de l'épée. Voilà, tu sais manier une épée. Tu prends un point de compétence, tu utilises tes points de compétence pour apprendre la magie. Tu es initié en magie. D'accord. Tu connais la magie en vraiment niveau très basique. Mais tu connais la magie et tu sais manier une épée. Donc, voilà comme ça tu vas te battre. Ensuite, tu peux améliorer ton personnage au fur et à mesure, soit te concentrer, par exemple, en magie. Donc, tu peux te concentrer et te spécialiser dans un type de magie. Par exemple, on va dire que tu veux faire un magicien de feu. Tu vas prendre tous les niveaux de magie qu'il te faut pour être un maître de la pyromancie. D'accord. Ou alors, tu peux rester couteau suisse, on va dire. Tu peux dire, je veux savoir manier l'épée, savoir faire de la magie. Pas forcément à un niveau expert. Mais je veux pouvoir avoir des compétences de discrétion. Tu vas prendre quelques compétences de discrétion. D'accord. Postage, C'est vraiment je toi l'attire. qui crée, qui prend ce que tu as envie de prendre pour créer ton personnage. C'est ça. En gros, tu crées vraiment, t'as pas d'archétype précis. Tu as des archétypes plus ou moins basiques. Et du coup, c'est ça qui change par rapport à d'autres univers où tu as des archétypes précis. C'est ça. Le seul que je connais qui se ressemble un peu, ça serait Divinity Original Sin 2, par le même studio qui a fait Baldur's Gate 3, D'accord. où tu as des archétypes où tu mets des points et ensuite tu peux prendre tes compétences. Donc, si tu mets un point partout, tu sais tout faire, mais tu peux pas avoir des compétences très fortes. C'est plus ou moins pareil. Sauf que là, t'as pas d'archétype où vous mettez des points. Tu veux vraiment juste des points, tu prends les compétences comme tu le veux, comme tu le souhaites. D'accord. Certaines compétences nécessitent d'avoir un prérequis d'autres compétences, mais tu fais plus ou moins ce que tu veux globalement. Très bien. Maintenant, la question qui me vient et qui, bon, j'avoue, elle est écrite. Quel défi avez-vous rencontré en créant cet univers et comment les avez-vous surmontés? Je dis vous, tu es tout seul, mais parce que, comme on a dit Mais avant, on est à deux à l'avoir créé. Je l'ai créé avec ma copine. D'ailleurs, on le répète depuis avant, mais c'est pas pour que vous le chérie, sachiez, si tu me vois, je dis coucou. parce que on rend à Petite César, renarde. on rend à César ce qui appartient à César. Elle s'appelle ça. pas César. Non, elle s'appelle pas César. Petite renarde sur les réseaux. Ou alors, je sais plus quoi. Ouais, tellement de pseudos. Ouais, des pseudos, un pseudo en anglais qui est long. Donc je le connais plus par cœur. The Red Fox. Ouais, The Red Reading Fox. Voilà. Voilà. Bon, en tout cas, vous pouvez la retrouver si vous cherchez ça. Oui, quelque part, peut-être. Mais je pense que le défi, enfin, ce qui nous a le plus posé problème, outre le fait qu'on a recommencé notre système de règles plus ou moins 3 fois, en fait, avec des essais, on a notre univers plus ou moins en place, hein, on rajoute des choses au fur et à mesure, mais on a une base d'univers qui est jouable. Du coup, on utilise des règles, on joue, ça nous plaît, mais on se dit on pourrait faire mieux, on pourrait faire autrement, on va changer les règles. D'accord. On va aboutir nos règles et changer au fur et à mesure. Avant, on avait un système de classe basique. Et on s'est dit, ce qu'on aimerait vraiment, ce qu'on veut le plus dans notre univers, c'est le système de classe comme je t'ai parlé juste avant. En fait, le défi, excuse-moi de te couper, mais en fait, le défi, c'est vous qui vous l'êtes imposé dans le fait que vous n'êtes jamais à 100% content de ce que vous avez fait. C'est ça. Ça, je pense que c'est un de nos défis principaux, c'est d'être satisfait de ce qu'on a fait. On est satisfait, mais on se dit qu'on peut faire mieux, on peut faire plus. D'accord. Ensuite, je pense que l'autre principal défi qu'on a eu, c'est vraiment d'être régulier dans notre travail. Notre univers n'est pas fini, il est toujours en construction, les règles sont loin d'être finies. Un univers, avance. on parle, qui crée depuis 7 ans. C'est ça, le problème, c'est que si on avait travaillé de manière régulière sur ces 7 dernières années, bon, on n'en serait pas là où on en est parce qu'on a eu des expériences qui nous ont fait changer notre certain point de vue. Est-ce que tu as dit avant ce que vous arrivez Oui, voilà, à le système de règles qui a changé à chaque fois, mais on serait déjà beaucoup plus abouti. J'ai du mal à parler. Parce que le truc, c'est que on est occupé par les cours, par le boulot, parce qu'on a commencé, on était au lycée. J'étais à la fac ensuite, elle aussi, on a eu les cours, tout ça, ensuite on a bossé. C'est compliqué en fait de faire ça, faire nos activités à côté et faire du coup la création du jeu de rôle, de l'univers. Et aussi grandement la flemme.
On se met, par exemple, on a beaucoup joué à Donjons Dragons. Ça, c'est un truc que j'ai remarqué depuis que je fais des interviews. Bon, j'en ai pas fait beaucoup, mais depuis que je fais des interviews, je sais pas si c'est votre génération, mais vous avez une génération et vous avez envie de faire des choses, plein de choses, mais vous avez vite la flemme. Je pense pas que ce soit forcément un problème générationnel, plutôt d'individu. Alors, je ne dis pas. Tu côtoies plus ou moins les mêmes Je ne dis pas. Alors, traînent ensemble. par exemple, Nayatis ne va pas parler de flemme, mais je sais que il y a des moments où, ouais, j'ai pas envie. Après, ça, c'est propre à chacun. Ouais, je pense que c'est plutôt parce qu'on est plutôt des gens qui se ressemblent un peu, parce qu'on traîne ensemble tout ça, donc on a la flemme, quoi. Mais c'est pas la flemme dans le sens où on n'a pas envie de le faire, c'est que on veut avancer. Mais en fait, on a tellement de choses en tête ou d'autres trucs, d'autres projets. Par exemple, quand on jouait à Donjons et Dragons, on n'a clairement pas avancé du tout. Là, depuis quelques temps, on a repris sur notre univers. Et là, on a beaucoup avancé depuis. On a avancé en quelques mois, ce qu'on n'a pas fait sur 2 ans, quoi. Alors là-dessus, je te rejoins, parce que moi, en faisant du stream, en faisant ce format, donc cette émission qui me tient à cœur, c'est pour ça d'ailleurs que je continue, et en faisant, en ayant eu des idées d'autres vidéos, mais des vidéos qui ne sont pas dans un thème précis, voilà, je vais pas donner maintenant, mais j'ai tellement de choses en tête que c'est vrai qu'il y a des choses que je repousse, mais pas en disant je veux pas le faire. C'est ouais, mais là je vais faire ça. Demain je vais faire ça. Et là aujourd'hui, j'ai une vidéo qui doit sortir par mois. Je te dis, faut qu'on tourne. Oui, il nous reste 3 jours. Il nous reste 3 jours, sinon elle sort pas. On est le 27, elle doit sortir avant le 30, au plus tard. 30 à minuit. Voilà. 23h59, pardon. Donc, voilà. En fait, moi, je suis partisan de faire les choses dans le rush. Parce que c'est comme ça que je me bouge. Oui. C'est une motivation. Je l'ai fait beaucoup à la fac, ça m'a pas aidé. Oui, non, mais ça dépend. Moi, c'est des vidéos, pour l'instant, c'est mon plaisir. Oui. Si c'était un travail ou si c'était quelque chose qui devait être important pour mon avenir, ce serait autre chose. Mais comme dit, en fait, le fait d'avoir fait d'autres choses dans la journée, par exemple, je disais, ouais, j'ai remis mes cours, j'étais en cours, j'ai un peu la flemme de bosser sur le jeu de rôle, alors que bah, je pourrais juste aller me reposer un peu en regardant ma tante 3 vidéos ou en jouant à un jeu. Bien sûr. Mais comme dit, en faisant du jeu de rôle sur notre univers, on avance beaucoup. Le moment où on a le plus avancé, c'était pendant le confinement. Ah ben, on jouait mentir, on jouait peut-être une fois, peut-être pas une fois par semaine, si, une fois par semaine minimum. J'allais dire une fois toutes les 2 semaines, mais... Non, vraiment, pas forcément toujours avec toi, mais moi, je jouais honnêtement au moins une fois par semaine. Et des fois, on faisait des parties qui duraient 4, 5, 6 heures. En fait, on faisait la pause pour aller manger, ou alors on commençait le soir, on finissait, il était 4 heures du matin. En même temps, on était pendant le confinement, et ça, c'est pas propre à nous, c'est toute la France, même oui, ça, pays. C'est pour ça qu'on si j'avais commencé le stream à ce moment-là, je serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Je ferai peut-être un jour une interview streamer, et quelqu'un fera une interview à ma place pour me parler à moi. On était dans une configuration qu'on ne connaissait pas. On était vraiment on était enfermés. Donc, fallait trouver des moyens de s'évader. Et c'était le jeu de rôle, justement, par ordinateur, parce qu'aujourd'hui, la grande possibilité de le faire par ordinateur, logiciels, beaucoup développé. Des logiciels maintenant qui existent pour ça aussi. Et c'est génial. Par exemple, on utilise Foundry VTT, qui est une plateforme qui est plutôt bien. Et on utilise un serveur pour stocker toutes les données de cette plateforme. Ça nous coûte, je crois, 4 € par mois, et puis voilà, quoi. Et on arrive à faire des parties à distance. Il y en a un qui peut être à Strasbourg, il y en a un qui peut être où il veut. On fait nos parties à distance si on peut pas se rejoindre. Alors, tu nous as parlé donc de jeux de rôle de manière générale, donc des jeux de rôle qui existent, du jeu de rôle que vous créez, de vos règles, de vos personnages. Tu nous as parlé un peu de tout. Et je parle aussi de ma manière dont je fais le jeu. La manière d'être MJ. Et qu'est-ce qui t'a poussé à être MJ? Maintenant, quel rôle préfères-tu? Être MJ ou être joueur? Si tu devais choisir. Alors, si je devais choisir, là, maintenant, tout de suite, je te dirais, j'aimerais bien être joueur. D'accord. Parce que, comme je suis beaucoup MJ, en fait, les occasions d'être joueur sont plus rares. Donc, si on me demande, tu veux être MJ joueur, je te dirais joueur. Après, avec un groupe que j'aime bien, avec qui je m'entends bien, j'adore faire MJ aussi. Par exemple, on a recommencé une campagne il n'y a pas longtemps. Il faudra qu'on fasse une session. On a pris 4 personnes, pas plus. Et on s'est dit, on fait une petite campagne.
J'aime bien parce que l'idée, je l'avais. Et on l'a fait en extérieur. Ouais, on a fait notre première session en extérieur, Je c'était trouve vraiment très sympa. agréable. Bon, là, l'hiver arrivant, ça va être moins possible. Mais qu'est-ce que c'était agréable. On était dans un parc, assis à une table mise en place pour les pique-niques. On était assis et c'était vraiment très agréable. C'est très cool, très très cool. Après, je pense que les prochains, on pourra peut-être les faire Ici même. ce genre de pièces. Mais oui, c'est très sympa. J'aime beaucoup les faire en présentiel. Je trouve que c'est beaucoup plus immersif. Ouais. Et ouais, c'était quoi la question déjà? Ben, la question, c'était est-ce que tu préfères Ah oui, MJ être ou MJ ou joueur? joueur, oui, merci. Ouais, on s'est perdu avec cette histoire Pardon, de excuse. session en extérieur. Excusez-moi. Ah, c'est une discussion. C'est une discussion. On discute, voilà, on est là. Un petit café. D'ailleurs, je vais commander des mugs grand angle pour les prochaines Ah oui, sessions. c'est bien, Comme ça, on va voir notre café. Remarquez, même s'il y a de grand l'eau dedans, parce que c'est bien, on se déshydrate un peu quand on parle Ouais. beaucoup. angle. Je fais avec les moyens du bord. Non, mais c'est bien, ça s'améliore au fur et à mesure. Mais ouais, comme dit, joueur, j'aime beaucoup faire joueur pour découvrir un univers ou alors pour faire une pause en tant que MJ de temps en temps. Mais j'aime bien faire MJ à mes petits groupes. Donc là, le groupe de 4 personnes, c'est vraiment des gens que j'adore. Hein. Il y a ma copine, il y a toi, il y a ma meilleure amie et un de mes meilleurs amis. Franchement, j'adore faire avec ce genre de personnes parce que je sais que c'est les gens qui sont investis, qui vont être à fond quand on va jouer, qui ont des idées, des plans, des machins. Je sais que ça va très bien se passer. Donc là, j'adore être MJ parce que je connais bien le groupe. D'accord. Donc, si je synthétise ta réponse, c'est tu veux principalement maintenant, enfin, être joueur parce que tu as envie d'avoir ce côté joueur et d'être libre de faire ce que tu as envie de faire. Et sauf que MJ, tu le fais et tu aimes toujours ça, mais tu es plus dans des petits groupes avec des personnes que tu connais parce que ça te permet justement, déjà tu connais les personnes, donc tu arriveras mieux à. C'est ça. Et par exemple, en tant que MJ, je préfère faire une campagne. D'accord. Je suis moins tenté de faire des one-shots. Je suis moins habile pour créer un one-shot pour qu'une session se passe. Une session de 2 ou 3 heures te fasse un scénario complet. Oui, parce que toi, tu es J'ai du plus mal à dans faire ça. l'installation avec le temps. C'est ça. L'installation des choses avec le temps. C'est ça, j'aime bien prendre mon temps pour un scénario. Alors, là, je vais te poser une question, mais tu vas devoir te projeter. Ouais, dis-moi. Quand votre jeu de rôle sera fini, donc au rythme où vous allez dans 20 ans, pardon, c'était un petit tag, mais c'était pour rire. Je pense que je serai à la retraite quand on l'aura fini. J'ai 23 ans. Est-ce que toi, dans tes rêves les plus fous, ce serait de le garder pour vous, ou est-ce que ce serait de le commercialiser pour en faire un jeu que tout le monde pourrait jouer avec un bouquin vraiment en bonne et due forme? Ça serait une idée fantastique. Hein. Le commercialiser, je sais pas. Ça serait fantastique de pouvoir le faire, hein, évidemment. Mais je pense pas le garder pour nous. Je pense que à partir du moment où on sera assez tranquille avec notre univers, on sera plutôt à l'aise avec ce qu'on a fait, satisfait. Je pense le partager. Peut-être au début, à l'instar avec l'aide de vidéos, ouais. Donc pour présenter plus ou moins l'univers, les grandes lignes. Et peut-être ensuite le partager un peu plus librement. Et peut-être à terme, d'ici 75 ans. Fais attention parce que 75 ans, je serai plus là. Ah oui, je vais essayer de le faire un peu avant. On va essayer d'accélérer un tout petit peu pour que d'ici 50 ans, je le vois. Ouais, à 80 ans, que je puisse ouvrir le bouquin et dire oh là là. Ah, j'ai joué à ça, moi. J'ai connu la première version. Ça, je connais. Mais ouais, si ça serait vraiment. Si un jour c'est faisable, si on a assez avancé, si on est satisfait, et que ça plaît à des gens, ça serait une boucle. Le commercialiser, ça serait vraiment un rêve, je pense. D'accord. Mais on y est vraiment Est-ce que très loin. Du coup, à un échelon plus bas, peut-être déjà en faire un livre relié, un beau livre, mais à garder, je parle pour vous, et quand vous allez faire jouer, oui, je pense que faire un beau livre avec une belle couverture. Déjà faire une version physique, parce que là on a une version en ligne, et avec peut-être des documents par-ci, par-là, peut-être sur des documents, sur des drives, sur des... Et peut-être que vos différentes maps, peut-être les vous avoir aussi en version un peu cartonnée pour avoir une représentation en fait. Oui, ça par exemple, à moyen terme, c'est quelque chose de beaucoup plus viable, parce que plausible. Si vous mettez à plusieurs, faire un bouquin, c'est pas cher en soi. Non, je t'imprimer, ensuite on fait une relure, hein, on a besoin de faire quelque chose de ouf. Mais oui, déjà, si on arrive à arriver au point où on arrive à faire une version physique juste pour nous déjà, même si c'est pas très beau, même si voilà, juste clean avec nos règles faites et notre univers établi en termes en mots, je pense que ce serait déjà un très très bon objectif. Je pense que c'est plutôt ça
C'est le premier objectif. objectif qui serait Le premier atteignable. objectif là, c'est finir notre système de règles qui est très long. Sinon, un truc, fais une campagne participative. Ça marche beaucoup en ce moment sur les. On n'est pas là, on n'en est pas. Mais Je vais on a peut-être pas de commencer à faire des communauté derrière. vidéos pour présenter Et, l'univers. Ça peut et avoir peut-être une petite communauté qui connaisse les bases. C'est ça, je vais faire une campagne participative. Je vais demander à 3 de mes potes de me filer 20 € chacun. On a le droit de faire un livre. À la rigueur, on pourra se faire une soirée. Donc, j'ai plus de questions à poser, écrites en tout cas, donc c'est des questions qui me viennent comme Plus ça de questions préparées, ouais. pour finir un peu cette interview. Si maintenant tu avais quelqu'un qui venait vers toi, parce que ton métier c'est surveillant dans un lycée, Je suis actuellement surveillant dans un lycée. voilà. C'est Donc, dans un ancien lycée. c'est fantastique. Tu côtoies des jeunes qui potentiellement pourraient aimer le JDR. Si maintenant un des jeunes viendrait te voir et te dit je veux me lancer dans le JDR, je ne sais pas par quoi commencer, est-ce que tu as un système ou quelque chose de simple à me conseiller pour commencer? Tu lui dirais quoi? Alors, je pense que je lui conseillerais déjà les vidéos d'aventure. C'est quelque chose de simple, ça te donne envie. D'ailleurs, je mettrai le lien parce qu'ils ont fait une compilation de toutes les vidéos d'aventure, ils ont fait une playlist, je mettrai le lien en description. Ah, moi, j'ai clairement pas continué, hein. J'ai regardé les 2 premières saisons. Je mettrai le lien en description et je vous conseille aussi d'autres aventures, Table Quest, de AlphaCast, le streamer. J'ai vu un épisode de 2. Franchement, en plus, tout ça dans un décor de pièces de château, c'est vraiment très très joli et c'est vraiment immersif. Parce qu'en plus, ils ont un MJ très connu sur Twitch qui fait MJ tout le temps. Oui. Je ne sais plus non plus son pseudo. C'est Lincus. Non. Je sais plus. Mais Je sais oui. plus. Bon, bref. Mais je vous mettrai tout en description. Et franchement, allez voir ces JDR. Ça peut vous motiver de ouf. Moi, j'ai regardé Table Quest. J'ai regardé Aventure, la première saison. J'ai regardé Table Quest. Et franchement, après, j'ai plus préféré Table Quest parce que Aventure, c'était par écran interposé. Oui. Là, Table Quest, Ils sont autour d'une table et c'est vraiment de l'interaction. Et t'es vraiment dans le jeu. Donc, je vous conseille ces vidéos, vous les aurez en description. Donc, je leur proposerai déjà, Aventure. s'ils veulent découvrir un petit peu ce que c'est le jeu de rôle sans forcément se plonger dedans, ce serait de commencer par jouer justement ces trucs vidéo. Donc, ouais, Aventure, Table Quest, peut-être même regarder le film Donjons et Dragons, oui, qui te donne plus ou moins une base d'univers de ce que c'est. Mais ça, c'est si tu veux vraiment faire Donjons et Dragons, c'est pas. Voilà. Vous pouvez aussi aller voir la série sur Amazon Prime. Que je parlais avec ta copine. Avec le. Ah oui. La légende de Vox Machina. La légende de Vox Très Machina. sympathique. Qui est aussi du jeu de rôle. C'est du jeu de rôle pour ceux qui En parlent dessin bien animé. anglais. En fait, pour ceux qui parlent bien anglais, ça vient de la campagne de Critical Role, de la première campagne de Critical Role, qui est vraiment fantastique. Mais il faut comprendre l'anglais parce que, ou alors mettre des sous-titres, mais il faut comprendre l'anglais. Il y a 3 campagnes actuellement. Il y en a pour des heures et des heures et des heures de jeu de rôle. Et c'est tout en table aussi. C'est comme Table Quest, mais plus ancien et en anglais. Avec quasiment que des voice actors. D'accord. Donc, c'est très sympathique. J'ai regardé parce que c'est un dessin animé plus un anime. Ouais, c'est plutôt un dessin animé, on va dire, une série d'animation. Voilà, une série d'animation. Et qui est vraiment très stylée. Parce que vous retrouvez beaucoup de races, de jeux de rôle, vous retrouvez beaucoup de choses comme ça. C'est Donjons et Dragons. C'est dans l'univers Donjons et Dragons. Bon, ça peut être très gore, ça peut être très sexualisé, tendancieux. Mais c'est sympathique à regarder, c'est sympa. Et voilà. Ça met les émotions. Donc, ouais, déjà commencer par ce genre de contenu, si tu veux découvrir ce que c'est. Ensuite, je dirais, tout de suite commencer dans le jeu de rôle papier. Après, ça peut être une idée, mais commencer par jouer à des jeux qui s'en rapprochent, comme Baldur's Gate, comme Divinity. Ensuite, tous les jeux tous les RPG en général, c'est inspiré de ça. Donc, voilà, si ça plaît déjà, mettre un pied déjà dans le jeu de rôle papier avec des systèmes simples. Et moi, des systèmes très connus où on peut avoir beaucoup, comme Donjons et Dragons, où l'initiation, tu peux la trouver un peu partout sur Internet maintenant, sans problème, sans même payer. Ou alors commencer avec d'autres systèmes simples, trouvables facilement. Si moi je peux vous donner un conseil, je ne suis pas à sa place, je suis pas un joueur professionnel, mais j'ai quelques. Non, mais tu es beaucoup plus professionnel que moi. Quelques idées. Si vous voulez commencer aussi, commencez par des jeux de rôle qui sont, si vous voulez commencer en papier, qui sont faits
qui sont cloisonnés. Je vous conseille jeu de rôle papier, jeu de rôle existant. Voilà. J'ai commencé par quelque chose qu'on a créé nous-mêmes et c'était un carnage. Mais Qui c'était sont faits, sympa, qui mais sont- c'était un carnage. qui sont faits, qui sont cloisonnés, c'est-à-dire les personnages sont faits, vous avez à choisir votre personnage et vous évoluez comme ça. Au début, commencez avec ces choses-là pour apprendre à gérer un personnage, quelque chose que vous n'avez pas forcément créé, mais que vous avez un personnage déjà fait et vous devez le gérer. Et vous en faites quelques-uns comme ça et après vous pourrez aussi apprendre à à créer des personnages. C'est Parce ça. que la création de personnages, je peux vous le dire par expérience et toi aussi, ça peut durer 2 heures. Oh, et encore Donjon Dragon, c'est du rapide, hein. J'ai fait un, comme Oui. j'ai dit, j'ai fait un personnage pour le jeu de rôle Cyberpunk. Cyberpunk Red, j'ai fait la création de personnage complète. C'est-à-dire que j'ai mis 3 heures ou 4 à le faire. Oui. Et là, vous n'avez pas encore joué. Vous avez Non, c'est juste ça. votre personnage. Je l'ai fait, bon, je l'ai fait tout seul, mais c'est pas pour rien qu'ils ont une méthode ultra rapide et une méthode rapide. Parce que la méthode complète est très très lente, t'as des calculs, t'as tout à faire. Tu dois acheter tes équipements avec les points qu'on te donne. Ça peut être très 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 Ouais. complexe. Donc, commencez par quelque chose de simple. Avec des règles en faciles, des one règles shot. simples. Le mieux, c'est en one shot pour commencer. Ouais, oui, je trouve que c'est bien, un one shot pour commencer. Ensuite, je dirais pour commencer, soit c'est trouver quelques amis qui sont chauds aussi. Après, comme ça, vous commencez tous au même niveau, vous n'avez pas de base, mais ça peut être sympa. Ou alors avoir quelqu'un qui connaît, qui sait faire, Ou ça alors- peut être sympa aussi. Ou alors, excuse-moi, là, c'est parce Vas-y, qu'on vas-y. parle de même chose. Donc, ou alors, aller dans un bar à jeux qui propose de faire des sessions. Oui, un bar à jeu, ça peut être aussi une très bonne idée pour découvrir. Je sais qu'il y en a quelques-uns sur Strasbourg. Je sais pas si, je crois qu'ils font du jeu de rôle aussi, quelques-uns. Oui. Je les connais pas forcément, peut-être au Philibar ou à la baraque à jeux. Enfin, ouais. Ça, je pourrais pas vous donner d'adresse en particulier. Mais je sais Mais que vous tapez jeu de rôle Strasbourg, vous allez sûrement trouver des liens qui vous permettent de. oui, soit des bars à jeux, soit des endroits où ils font des initiations de jeux de rôle. Et ce genre de sinon, choses. si vous Il y a êtes, des conventions aussi, ça se fait pas mal. si vous êtes de Strasbourg, vous allez dans ces bars à jeux et posez-leur simplement la question. Ils vous diront, nous on n'en fait pas, ou oui on en fait. Et si ça ou ça se fait, ils vous diront où aller. Et aujourd'hui, tout fonctionne beaucoup par les Discord pour connaître les sessions, beaucoup par là. Si je peux rajouter encore un truc, ça serait, il y a des forums et des logiciels, des sites, pardon, qui répertorient ou qui permettent de trouver des gens en ligne pour en faire. D'accord. Donc souvent c'est en distanciel. Après, il n'y en a pas trop dans notre région. Hein. Dans la pauvre Alsace, vers Strasbourg, même sur Strasbourg, hein, j'ai essayé de trouver quand j'étais une année sur Strasbourg. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile à trouver. Par contre, si vous êtes de région parisienne, hein, là-dessus, vous avez tout ce que vous voulez. Bon, voilà. Je pense que l'interview est terminée. Juste une dernière question que je pose à tout le monde. Comment tu as trouvé l'interview? Est-ce que mes questions étaient assez pertinentes? Et est-ce que tu as quelque chose qui pourrait m'aider pour améliorer Alors, l'interview sympathique, hein, les questions, je dirais, ouais, pertinentes. Je t'ai aidé un peu à les trouver, mais sinon, ouais, elles étaient pertinentes. Et non, je dirais pas quelque chose à changer, à part améliorer forcément le montage, le matos, tout ça, mais bon, ça, voilà, c'est pas Bien forcément. Sinon, non, c'est bon. Très bien. Donc, prochaine interview, ce sera sur le football, je crois. J'interviewerai, on dit comme ça, oui, mon cousin Steven sur sa passion du football. On va toucher à toutes les passions. J'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, un petit pouce bleu, un petit j'aime, vous activez la cloche pour les prochaines sorties vidéo. N'oubliez pas de commenter, de nous poser des questions. On sera tous les deux là pour y répondre dans les commentaires et c'est mieux pour le référencement. Et surtout, n'oubliez pas, c'est vous les plus importants. Allez, ciao!